Bonjour à toutes et à tous, معكم شيماء مأسفة, docteur en pharmacie. Actuellement, je fais un master en cosmétologie et dermopharmacie. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, je vous présente le cours de la toxicologie des produits cosmétiques. Et sans trop tarder, commençons par le plan, qui contient une introduction, définition des produits cosmétiques, leur classification, réglementation et toxicité, quelques exemples d'ingrédients toxiques, que ce soit naturels ou synthétiques, évaluation de la toxicité et enfin une conclusion. L'étymologie du mot, le mot cosmétique vient du grec cosmétikos, de cosmos qui désigne la beauté, l'ordre, l'ornement, la parure et la belle apparence. Donc, la cosmétologie, c'est la science et l'art d'améliorer les apparences. Les substances cosmétiques peuvent être associées à de nombreux risques, tant pour la santé humaine que pour l'environnement. Si l'utilisation des cosmétiques peut facilement être associée à des réactions cutanées immédiates, visibles, de type allergie ou irritation, il n'en est pas de même pour les risques survenant à plus long terme qui sont encore relativement peu connus, comme celui des effets des perturbateurs endocriniens. La définition des produits cosmétiques selon le journal officiel algérien est comme suit. On entend par produits cosmétiques et produits d'hygiène corporelle toute substance ou préparation autre que les médicaments destinés à être mises en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, telles que l'épiderme, les systèmes pileux et capillaires, les ongles, les lèvres, les paupières, les dents et les muqueuses, en vue de les nettoyer, de les protéger, de les maintenir en bon état, d'en modifier l'aspect, de les parfumer ou d'en corriger l'odeur. Pour la dermopharmacie, c'est la science derrière l'ensemble des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, mais qui sont plutôt fabriqués et contrôlés suivant les usages de la profession pharmaceutique. Le produit cosmétique n'est pas considéré comme un médicament, car tout simplement, il ne vise pas le traitement d'une pathologie. Toutefois, certains produits cosmétiques sont prescrits par des dermatologues en vue d'obtenir une amélioration de la santé de la peau. Ça veut dire, les produits cosmétiques peuvent accompagner le traitement de certaines pathologies dermatologiques, comme l'acné par exemple. Les produits suivants ne sont pas considérés comme des produits cosmétiques. On a les solutions de lavage oculaire, auriculaire et nasal qui sont souvent des dispositifs médicaux. Les lubrifiants qui sont soit des médicaments, soit des dispositifs médicaux. Les compléments alimentaires, même s'ils sont à visée esthétique, comme par exemple les gummies qui sont assez présents sur les marchés, mais qui sont des denrées alimentaires, qui sont classifiés comme denrées alimentaires et non pas produits cosmétiques. On a aussi les produits de tatouage, qui est un geste invasif. Et on a aussi le Botox, par exemple, qui n'est pas considéré comme produit cosmétique, même s'il est à visée esthétique pour combler les rides. Alors, pour les produits cosmétiques, il est composé essentiellement d'excipients, contrairement aux médicaments. Donc, on a à peu près 90% d'excipients, et c'est ce qui va donner la forme au produit fini. Les substances actives qui sont présentes à faible pourcentage, entre 2 à 3%, et ils sont responsables de l'efficacité, et aussi les adjuvants qui vont améliorer la conservation et la présentation du produit, comme par exemple les conservateurs et colorants. La classification, il y a pas mal de classifications, mais j'ai choisi celle-ci selon la définition du journal officiel. Donc, si on a un but de nettoyage, donc on trouve les savons, gel douche, shampoing. Pour parfumer, c'est parfum et gamme parfumée. Pour modifier l'aspect, c'est les produits de rasage et même le maquillage. Pour corriger les odeurs, les déodorants et antitranspirants. Pour protéger et maintenir en bon état la peau ou autre, c'est tout ce qui est produits soins, produits hydratants, anti-rides, les masques, etc. Pour la réglementation, j'ai commencé par l'affaire du talc morange qui a conduit au décès de 36 nourrissons parce que c'est après cette histoire que la nécessité de réglementer les produits cosmétiques a été soulignée. Et la substance incriminée, c'était l'hexachlorophène, qui est neurotoxique et utilisé en grande quantité suite à une erreur de manipulation. En fait, l'aspect physique de l'hexachlorophène, c'est une poudre cristalline et blanche qui se rassemble au talc. Et il est utilisé pour ses propriétés bactéricides, mais en très petite quantité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont confondu entre le talc et l'hexachlorophène. Donc l'hexachlorophène a été présent
en très grande quantité. C'est ce qui a conduit au décès de 36 nourrissons. Et d'ailleurs, il a fait une grande polémique. Voilà, la firme Orange qui commercialisait le produit ne disposait ni des équipements, ni du personnel compétent pour mener des contrôles de conformité. Et c'est à partir de là qu'on a commencé la réglementation de la fabrication et le contrôle qualité sur les produits cosmétiques. Donc voilà, c'était une petite histoire de réglementation. Maintenant, en Algérie, sous l'égide du ministère du Commerce, les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle ont deux décrets exécutifs. Le plus récent, c'est celui de 2010, qui définit les conditions et les modalités de fabrication, de conditionnement d'importation et de commercialisation sur le marché national des produits cosmétiques. La toxicité, alors, il faut savoir qu'on a différents scénarios d'exposition aux différents composants présents dans les cosmétiques et ces produits peuvent soit être en contact éphémère avec la peau, et c'est les produits rinçables comme les shampoings, les gels douche et dentifrice, soit maintenir un contact prolongé, comme c'est le cas pour les produits non rinçables, comme par exemple les crèmes hydratantes pour le visage ou le corps. Le risque toxique des produits cosmétiques dépend de deux facteurs. Les facteurs qui sont relatifs aux ingrédients présents dans les cosmétiques, c'est leurs caractéristiques physico-chimiques, les études in vivo, in vitro, etc. Ou bien les facteurs relatifs à l'exposition. Par exemple, le type de cosmétique et son mode d'utilisation, la fréquence d'application, la quantité utilisée par application, la concentration de la substance active dans le produit fini, la surface cutanée au contact du produit, la durée du contact, le type de consommateur, si la peau elle est saine ou lésée. Bof, vous l'avez compris, il y en a énormément de facteurs qui sont liés au risque toxique des produits cosmétiques. Alors, les réactions, on a deux types de réactions. On a les réactions immédiates ou locales, et c'est plutôt les dermatites de contact, que ce soit irritantes ou allergiques, et aussi la photosensibilisation, que ce soit la photoirritation ou la photoallergie. On a aussi les réactions à long terme, et c'est tout ce qui est perturbation du système endocrinien, cancérogénicité, mutagénicité et reprotoxicité. Alors voici un tableau qui résume tout ce qui est essentiel pour la dermatite d'irritation ou la dermatite allergique. Il faut savoir que la dermatite d'irritation représente la majorité des dermatites de contact. La prévalence est entre 70 à 80%. Donc, vous pouvez voir que la réaction, elle est locale et inflammatoire. Elle engage l'immunité innée et le délai d'apparition est immédiat ou après quelques applications parce qu'elle apparaît lorsqu'une substance irritante endommage directement la barrière protectrice cutanée. Pardon. Et c'est ce qui va provoquer des lésions au niveau des cellules épidermiques et la libération des cytokines pro-inflammatoires. C'est ce qui va être responsable de la réaction d'inflammation. Et elle se manifeste généralement par des érythèmes et des œdèmes. Donc, là, on peut voir les molécules de produits responsables. On a plutôt des produits, donc comme les savons, les shampoings, les déodorants, les produits de rasage, etc. Et voilà. Pour la dermatite allergique ou la l'eczéma de contact allergique, c'est une dermatose érythémato-vésiculeuse. Donc, c'est le prototype d'hypersensibilité à médiation cellulaire retardée du type 4. Vous pouvez voir qu'il y a deux phases. La première phase de sensibilisation, où le premier contact ne produit aucun effet, et la deuxième, celle de la révélation, et celle qui est responsable de l'apparition des symptômes cliniques, qui apparaît 1 à 2 jours après le nouveau contact. Donc, pour les signes cliniques, on a prurit, rougeur, odème, vésicule, etc. On a parlé des deux phases. J'aimerais attirer votre attention sur les molécules qui sont responsables. Donc, vous pouvez voir, Anna, c'est plutôt, pour la dermatite d'irritation, c'est plutôt des produits. Et pour dermatite allergique, c'est des molécules, comme les conservateurs, parfums et filtres solaires. Passons à tout ce qui est photosensibilité. Alors, pour la phototoxicité, c'est une réaction physico-chimique, inflammatoire aiguë, voilà, possible dès la première exposition. La quantité de photosensibilisant, elle est plutôt forte et importante. Délai d'apparition est rapide, minutes à heures après l'exposition.
L'aspect clinique ressemble au coup de soleil, et d'ailleurs même les mécanismes biologiques mis en jeu dans la phototoxicité paraissent être proches de ceux du coup de soleil. On a pour la topographie, c'est surtout les zones photoexposées, enfin seulement, exclusivement. Les troubles pigmentaires sont fréquents et la guérison est rapide. Pour la photoallergie, qui est un type particulier d'hypersensibilité, c'est une réaction immunologique. Il y a une phase de sensibilisation. Quantité de photosensibilisant est faible. Le délai nécessaire est retardé, c'est 24 heures ou plus. Pour l'aspect clinique, c'est eczéma urticaire. La topographie, elle touche les zones photo-exposées mais peut diffuser aux zones non exposées. Et enfin, pour l'évolution, on a la guérison qui est lente en plusieurs semaines. Exemple d'ingrédients naturels toxiques. On commence par l'aîné. Il faut savoir que l'aîné rouge, c'est le seul qui est véritable et naturel à 100%. Alors, pour la toxicité, elle est due à la libération d'anions superoxydes, de peroxyde d'hydrogène et de radical hydroxyle. Donc, par inhalation au milieu professionnel, les salons de coiffure par exemple, ça provoque des réactions allergiques de type 1. Par contact cutané, c'est plutôt des réactions allergiques de type 4 ou bien dermatite de contact allergique, comme vous pouvez le voir sur la photo. On a aussi le kḥol, qui est obtenu généralement à partir de la galène, qui est le minerai de plomb le plus répandu dans la nature. Il est utilisé comme un phare oculaire, mais aussi comme produit de santé pour les yeux, signalé pour l'amélioration de vision, le renforcement et le maintien des yeux, etc. Parfois même utilisé comme traitement curatif pour les ophtalmies qui sont banales. Et il faut savoir que la teneur en plomb est très importante. C'est vrai que ça diffère en fonction de la région d'origine, mais ça reste une quantité importante de plomb qui est présente dans le kḥol. Alors, l'intoxication aiguë par le kḥol est très rare. L'exposition répétée au plomb produit des effets nocifs dans de nombreux organes et tissus de type neurologique, néphrologique et hématologique. Le PDD, ou bien la paraphénylène diamine, qui est un produit minéral utilisé comme teinture capillaire dans pratiquement toutes les colorations cheveux foncés. Elle provoque des réactions allergiques immédiates ou retardées. L'application cutanée de la PDD cause des inflammations caractérisées par des irritations aiguës, suivies d'ampoules, de plaies purulentes, de rougeurs, de desquamations de la région en contact avec la PDD. Ça, c'est en aigu. En chronique, l'atteinte respiratoire comporte une rhabdomyolyse des muscles respiratoires, notamment le diaphragme, myalgie avec impotence fonctionnelle, et se manifester aussi par des urines noirâtres témoignant d'une myoglobinurie. En fait, il y a une analogie structurale de la PDD avec l'aniline. C'est ce qui explique le métabolisme commun à celui des acides aminés, plutôt des amines aromatiques, et c'est pour cette raison qu'il touche les muscles. Maintenant, on voit quelques exemples d'ingrédients synthétiques toxiques, et on commence par les parabènes, qui sont des conservateurs idéaux selon leurs propriétés et leurs coûts, car ils sont très efficaces et ils sont utilisés souvent en association. Alors, ils font partie de la famille d'esters de l'acide para-hydroxybenzoïque. On a plusieurs composés, méthyl, éthyl, propyl et butyl-parabènes. Les risques immédiats sont bien tolérés. Par contre, en chronique, ils ont une activité oestrogénomimétique. Ils peuvent provoquer le cancer du sein, reprotoxique pour l'homme. Le degré de pénétration des parabènes dépend également de la longueur de la chaîne alkyle. Après 8 heures de contact avec la peau, 60% de méthylparabène, 40% d'éthylparabène et 20% de propylparabène pénètrent. Donc là, vous pouvez remarquer que plus la longueur de la chaîne alkyle augmente, plus le degré de pénétration diminue. Pour le triclosan, il traverse en proportion importante la barrière cutanée. Aussi, c'est un conservateur extrêmement efficace. Son utilisation à une concentration maximale de 0,3% n'a pas été jugée sûre dans tous les produits cosmétiques. Il est associé à des troubles de la reproduction et du développement in vitro et in vivo chez l'animal. Formaldéhyde et ses libérateurs. Les industries utilisent de plus en plus les composés libérateurs au lieu du formaldéhyde. Et on a comme exemple Bronopol, imidazolidinylurée, DMDM
identoine, diazolédinylurée et quaternium 15. Alors, je vous ai mis cet ordre parce qu'ils sont classés selon la production de formaldéhyde. Donc, plus on va vers le quaternium 15, plus la production de formaldéhyde augmente. Donc, le quaternium 15, c'est le composé qui libère le plus de formaldéhyde et le composé libérateur le plus utilisé, c'est l'imidazolidinylurée. Donc, ça va, il n'est pas aussi producteur de formaldéhyde comme le quaternium 15. Il cause les principales causes de DCA au cosmétique. DCA, c'est dermatite de contact allergique, causée soit par le libérateur lui-même, soit par le formaldéhyde, soit les deux. Le formaldéhyde a été classé CMR de catégorie 1B au 1er janvier 2016. Passons aux parfums. Les parfums constituent la seconde cause la plus fréquente d'allergie de contact après les métaux, le nickel. On a 26 molécules parfumantes les plus sensibilisantes dont la présence dans les produits cosmétiques devrait être indiquée au consommateur au-dessus d'un certain seuil, 0,01% pour les produits rincés et 0,201 pour les produits non rincés. Parmi les 26 allergènes étiquetables, 16 peuvent être retrouvés naturellement dans des huiles essentielles. Et c'est pour cette raison que les huiles essentielles sont très allergisantes. Les déodorants sont les produits les plus fréquemment associés aux allergies de contact au parfum. Les filtres solaires, et on a deux types, les filtres organiques ou chimiques qui sont constitués de molécules qui absorbent les rayonnements UV à la place de la peau. Certains ne retiennent que les UVA, d'autres que les UVB. Donc, une formulation de soins solaires est souvent composée de plusieurs filtres solaires dont les actions seront complémentaires. En revanche, les filtres solaires chimiques s'imprègnent tellement bien que certains sont suspectés d'être des perturbateurs endocriniens. Ils sont facilement allergisants ou irritants pour les yeux ou la peau. En effet, ils peuvent être transformés en substances phototoxiques lorsque les UV pénètrent dans la peau, comme par exemple le benzophénone 3 et ses métabolites, octylméthoxycinnamate, octyldiméthylpaba et homosalate. À titre informatif, pour les filtres chimiques, il est important de savoir que ceux-ci ne développent leur pouvoir protecteur que 20 à 30 minutes après l'application du soin. Passons aux filtres inorganiques ou minéraux. C'est une alliance de microparticules de minéraux qui fonctionne comme un assemblage de miroirs en réfléchissant les UV à la surface de la peau, formant une barrière protectrice. On a comme exemple les nanoparticules d'oxyde de zinc et les particules de dioxyde de titane, qui permettent d'obtenir une photoprotection efficace avec un pouvoir beaucoup moins couvrant. In vivo, que ce soit sur une peau saine ou sur peau lésée, le dioxyde de titane pénétrait plus profondément que l'oxyde de zinc, tout en restant toujours dans le stratum corneum, ça veut dire la couche cornée. Ils ont un potentiel génotoxique et le dioxyde de titane est classé cancérogène de classe 2B par le CIRC. Alors, à l'inverse des filtres solaires chimiques, les filtres minéraux ne pénètrent pas dans la peau, ou très peu, ce qui rend les produits qui en contiennent plus difficiles à étaler et forment un film opaque sur la peau. Parfois même, ils peuvent laisser des traces blanches. Maintenant, on passe à l'évaluation de la toxicité des produits cosmétiques et on commence par tout ce qui est analyse physico-chimique, dosage du pH, viscosité, densité, étude de stabilité, recherche des composés indésirables, dosage et vérification des concentrations des composants, notamment les substances actives. On a aussi les tests in vivo, les tests d'irritation oculaire cutanée ou des muqueuses, les tests in vitro comme agarose overlay, BCOB, etc. Les tests de mutagénèse et les tests spécifiques. On va détailler quelques-uns. Pour les tests physico-chimiques, la détermination du dosage des conservateurs ainsi que du principe actif, la mesure de la stabilité du produit, du pH, la taille des particules dispersées dans une émulsion, la viscosité, etc. On a aussi le challenge test
qui est un test qui assure la sécurité microbiologique des produits cosmétiques. Il a été reconnu très tôt que l'évaluation de l'activité antimicrobienne d'un conservateur dans une préparation cosmétique et le but est en testant le composé revendiquant la conservation dans le produit cosmétique fini. Donc, en quelque sorte, on va évaluer la conservation d'une formule et ce challenge test est réglementé par les normes ISO. On a aussi les tests de Draze d'irritation cutanée et oculaire. Il consiste à mettre une substance dans les yeux ou sur la peau d'un lapin de laboratoire, puis l'observation et l'enregistrement des résultats. Et le test de Draze sert à trois objectifs principaux: l'identification des substances fortement irritantes et corrosives, le test du potentiel d'irritation oculaire modérée et l'évaluation de la sécurité des produits cosmétiques. Pour conclure, l'étude de la toxicologie des produits cosmétiques révèle l'importance cruciale de comprendre les composants et les effets potentiels des produits que nous utilisons quotidiennement sur notre peau et notre santé générale. Grâce à une évaluation rigoureuse des ingrédients et des tests de sécurité appropriés, il est possible de minimiser les risques associés à l'exposition à des substances potentiellement nocives. Cependant, il est impératif pour les consommateurs d'être conscients des produits qu'ils utilisent, de lire attentivement les étiquettes et de faire des choix éclairés pour leur bien-être. De même, l'industrie cosmétique doit continuer à investir dans la recherche et le développement des produits sûrs et efficaces, tout en restant transparente sur les informations relatives à leur sécurité. En fin de compte, en combinant la science, la réglementation et la responsabilité individuelle, nous pouvons promouvoir une utilisation sûre et responsable des produits cosmétiques pour le bien-être de tous. Donc voilà, je finis par quelques références biologiques que j'ai utilisées lors de la conception de cette présentation. Donc je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de poser vos questions en commentaire et j'espère que ça vous a plu et je n'ai qu'à vous dire bon courage pour vos révisions et à la prochaine.